Chers amis téléspectateurs de Vetnews TV, bonjour. Nous sommes au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, et au siège de l'UPC, Union pour le progrès et le changement, où nous reçoit son président, M. Zéphirine Diabré. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Je peux vous appeler Monsieur le Président ou Monsieur le Ministre? Monsieur le Président de l'UPC. Voilà, c'est le titre que les camarades m'ont donné à la tête du parti. Monsieur Diabré, en votre qualité, en tout cas d'ancien ministre de M. Blaise Compaoré, et de chef de file de l'opposition, comment avez-vous vécu les événements du 30 et du 31 octobre dernier qui ont conduit à la chute de votre ancien collaborateur? Ce qui s'est passé les 30 et les 31, ça a été la culmination d'un combat qui a débuté autour de la question de la mise en place du Sénat. Il y a eu une obstination de la part du président Compaoré et de ses collaborateurs à vouloir opérer cette modification de la Constitution-là pour sauter le verrou de la limitation. Mais ils ont surtout fait une erreur de jugement, parce qu'ils pensaient que la question était simplement juridique, et pour eux, du fait que la Constitution n'interdisait pas cette révision-là, elle pouvait avoir lieu. Ce qu'ils ont oublié, c'est que la question posait une question de légitimité profonde, et surtout, elle arrivait à un moment donné de fermentation d'un mécontentement qui s'est accumulé au fil des années. Et c'est la culmination de tout ça là, aidée, j'imagine aussi, par la réorganisation de l'opposition qui a su montrer un front uni, qui a amené donc les événements donc, des 30 et 31. Tout le monde sait bien que lorsque les Burkinabés sont sortis le 30, ils n'avaient pas pour objectif, ils n'avaient pas affiché tout de suite de dire qu'il fallait renverser le régime. Ils voulaient surtout empêcher que l'Assemblée nationale ne se réunisse et ne procède donc à cette modification. Mais dans l'histoire, les événements s'enchaînent toujours et au regard de la répression très féroce qui a frappé un certain nombre de compatriotes, il est clair que pour l'opposition, pour son chef de file et pour tout le monde, la question du départ du président Compaoré n'était plus négociable. Vous, en ce moment, où étiez-vous? Au siège du chef de file de l'opposition avec les principaux leaders pour former l'état-major avec lequel on gère la situation. De M. Blaise Compaoré, l'opposition, en tout cas, vous vous êtes mis ensemble, donc il y a eu une coalition des opposants à Blaise Compaoré qui s'est réunie et vous étiez le chef de file. Comment ça s'est passé concrètement, cette union sacrée là? Alors d'abord, la notion de chef de file est une invention de la loi de Burkina Faso qui dispose que le parti d'opposition qui a le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale occupe la fonction de chef de file de l'opposition à travers son président, laquelle fonction signifie simplement qu'il est le porte-parole attitré de l'opposition. Donc autour de ce concept-là, que se réunissent donc l'ensemble des partis qui se réclament de l'opposition. Le reste, c'est une question d'organisation interne et surtout de dynamique politique. On avait un objectif commun qui était aussi un objectif très pressant, qui était d'interdire à tout prix cette révision de l'article 37. Et la cause était suffisamment importante pour qu'on puisse taire les différences, voire les divergences qui peuvent exister entre tel ou tel, notamment les différences de sensibilité idéologique. Et c'est sans aucun doute, j'imagine, l'importance de la cause et surtout le raisonnement que cette cause-là avait dans l'opinion, qui a fait comprendre à tout le monde qu'il fallait absolument une union sacrée. Mais avec du recul, quel bilan vous faites de l'ère Compaoré? C'est un bilan qui ne peut être que contrasté. On ne peut pas dire que tout est mauvais parce que ce serait fait de mauvaise foi et politicienne, mais il est clair que s'il y a eu des changements, c'est que tout n'était pas bon. Et nous, en tant qu'hommes politiques, notre rôle est de nous attarder sur ce qui n'est pas bon, parce que c'est ce qui a motivé notre volonté de changement. Et sur ce registre-là, il y a beaucoup de choses à dire. Le système démocratique ne fonctionnait pas vraiment. Il était trop dominé par le parti unique, sur le fond, toile de fond d'un effort incessant pour briser l'opposition, et avec cette omnibulation qu'il fallait à tout prix éviter l'alternance qu'elle survienne. Ça, c'était détestable. Ça a conduit au fait que beaucoup de citoyens ne croyaient plus à ce système-là, s'abstenaient de s'enregistrer pour voter parce que pour eux, ça ne changerait rien. Sur le plan économique, il y a des aspects négatifs que nous avons toujours soulignés. D'abord, le fait que, alors qu'on a fait les réformes du Fonds monétaire de la Banque mondiale pour être dans ce qu'on appelle une économie libérale, ce qu'on avait, ce n'était pas une économie tout à fait libérale. Parce qu'une économie libérale, elle a plusieurs principes, dont un qui est cardinal,
c'est ce qu'on appelle l'atomicité de l'offre et de la demande. Alors que là, rapidement, on a vu qu'il y a une concentration des leviers de l'économie autour de quelques mains particuliers proches du régime. Et ça donne un sentiment d'exclusion, y compris pour les autres opérateurs économiques qui nous disaient on est exclu de tout, tant qu'on n'est pas dans le cercle des saints, on ne construit pas une économie rationnelle de cette manière-là. C'est un gaspillage extraordinaire de ressources de faire comme ça. Donc c'est tout ça, c'est toutes ces raisons que vous en regardez. Oui, j'ajoute qu'il y a la question de la gouvernance. Vous savez, nous sommes un pays qui se définit comme étant le pays des hommes intègres. Nous sommes heureux que les autres continuent de nous appeler ainsi. Mais nous sommes interpellés parce qu'on se demande si on l'est encore vraiment. On a vu se développer au cours de ces décennies-là quand même un niveau de corruption et d'enrichissement rapide et illicite qui donne froid au dos et assorti de comportements d'une arrogance qui laisse quand même à désirer. Tous ces aspects en réalité fermentent la demande sociale et la protestation sociale. Mais il faut un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, ça a été la décision de procéder à la révision de l'article 37 de la Constitution. Vous pensez aujourd'hui que M. Michel Kafando, qui est le président de la transition, est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Cette expression de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire quoi, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut S'il a été choisi. Oui, mais que ce soit en politique. Il a été choisi sur la base d'un processus, inclusif, des acteurs du changement. Donc forcément, c'est parce qu'il est l'homme qu'il fallait à cette place-là qu'on l'a désigné. Mais ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un à l'avance qu'on est destiné à telle place. Surtout pas celle du chef d'État. On n'est pas là-bas. Donc ce processus a été mis en œuvre, y compris par une série d'auditions des différents candidats. Et le choix s'est porté sur lui parce que tout le monde a pensé qu'il était le plus apte à conduire cette fonction. Et vous pensez qu'il gère bien aujourd'hui cette transition? Il le fait du mieux qu'il peut. Vous savez, une transition n'est pas facile à gérer. Et sans offenser personne, je suis heureux de constater que notre transition se déroule beaucoup mieux que celle de certains pays qui sont entrés en transition avant nous. Nous avons un calendrier qui est déjà établi, je pense qu'on va pouvoir le tenir. Donc ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez un groupe de personnes qui sont là pour un temps très limité. C'est 12 mois. Ils n'ont pas la durée. Alors qu'un gouvernement légitime a la durée. Et deuxièmement, un gouvernement légitime a la légitimité populaire. Eux, ils l'ont d'une certaine manière, mais elle n'a pas été actée par des voies électives. Et plus fondamental, c'est qu'ils se trouvent coincés entre deux types d'attentes. Tout le monde sait que le rôle d'une transition, c'est de procéder à l'organisation des élections devant permettre le retour à une vie légale normale. Mais en même temps, tout le monde sait que les transitions surviennent à la suite d'événements politiques qui sont l'expression de mécontentement et d'attente. Donc forcément, ceux qui en sont les auteurs aimeraient bien que pendant la transition, ces questions soient réglées, les questions du vie chère, les questions d'emploi, les questions d'injustice, les questions de corruption. Ça fait beaucoup pour un régime de transition. Et donc on comprend bien qu'il y ait des attentes, voire des déceptions. Mais c'est difficile en 12 mois de régler tous ces problèmes-là. Maintenant, c'est à lui et à son équipe de voir quels signaux forts ils peuvent envoyer, quelles démarches ils peuvent amorcer qui montrent bien que sur les aspects de demande pressante, ils ont en tout cas entamé la chose, quitte à ce qu'un régime civil démocratiquement élu puisse reprendre les choses en main après. Est-ce que, bon, franchement, il n'a pas une sorte d'épée de Damoclès sur les têtes qui est le RSP? Bon, je ne sais pas si l'expression épée de Damoclès sied dans ce genre de circonstances, parce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, c'est le peuple qui est souverain. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le peuple qui est souverain. L'épée de Damoclès, c'est le peuple. C'est lui qui juge. Et personne aujourd'hui, en tout cas dans ce que nous voyons comme contexte-là, ne peut imposer par la force de la baïonnette ce que l'on ne veut pas. Il est regrettable que des questions liées au fonctionnement interne du RSP se soient invitées dans la transition. C'est ce que nous avons d'ailleurs dénoncé. La transition n'est pas là ou attachée aux questions liées à un régiment ou à un corps de l'armée, même si l'un des principaux acteurs de la transition vient de là. Et je crois que ça a été une erreur de jugement que certains ont fait en faisant ce que tout le monde sait. Non, la transition a été mise en place pour conduire le pays. Donc les petites bisbilles entre vous ne doivent pas gêner notre transition parce que c'est dans le cadre global de l'ensemble des acteurs que toute question qui touche à la transition doit se régler. Maintenant, cela n'empêche pas que la question, comme on entend dans l'opinion,
du régime de sécurité présidentielle est posé pour les Burkinabés. C'est un régime qui est un peu particulier vu son histoire. Donc, à tort ou à raison, il est perçu en tout cas comme ayant deux grands défauts pour les Burkinabés. Le premier défaut, c'est qu'on le voit comme étant un instrument au service, ou qui était au service d'un individu. On ne le voit pas comme étant un instrument au service d'une institution. Bon, ça c'est à eux, par leur pratique justement. C'est quand la manière dont vous travaillez qui vous donne l'image que vous avez. Et deuxième élément qui est beaucoup plus grave, c'est que notre pays a connu un certain nombre d'épisodes dans lesquels, je pense par exemple à l'affaire Norbert Zongo, des membres de la garde présidentielle, enfin de sécurité présidentielle étaient impliqués. Alors, pour l'opinion qui ne fait pas la différence, elle ne sait pas s'ils y étaient à titre personnel ou s'ils y étaient sur la base d'un commandement ou d'une instruction. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces épisodes-là ternissent l'image d'un corps. Voilà. Donc, ce sont ces deux paramètres-là qui créent un problème d'image pour le RSP aujourd'hui et pour l'ensemble du pays. Oui, justement, en parlant de justice, il y a le cas Sankara et le cas Norbert Zongo. Voilà, d'aucuns voudraient qu'il y ait que Blaise Compaoré, l'ex-président, soit entendu par rapport à la mort de ces deux hommes. Vous, en tant que leader de parti politique, quel est votre sentiment là-dessus? Alors, d'abord, il est clair que dès lors qu'il y a une revendication de justice, il faut aller sur le fond des choses. Si elle est légitimée, si elle est acceptée par le parquet et vue dans l'aide de droit, il faut mener des enquêtes. Maintenant, c'est les enquêtes qui vont déterminer qui doit être entendu ou pas. On ne peut pas dire ça maintenant et présager de quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas au courant de qui est impliqué dans quoi. Donc, je ne peux pas vous dire qui va être entendu. Mais comprenez bien que quand des hommes et des femmes sont morts pour des raisons politiques, leurs familles, leurs amis et leurs sympathisants politiques sont en droit de réclamer justice. Or, notre histoire a été émaillée quand même récente d'un certain nombre de disparitions politiques qui posent problème. Il y a celle de Sankara qui est sans doute emblématique, il y a celle de Norbert Zongo, mais avant ça, il y a des femmes et des hommes qui sont morts tout simplement parce qu'ils ne partageaient pas les opinions du Conseil national de la Révolution qui a pris le pouvoir en 1983 ou sous le Front populaire parce qu'ils avaient été accusés de ceci ou de cela. Il est normal que leurs familles et leurs amis quand même veuillent en savoir un peu quelles sont les raisons qui les ont amenés dans cette situation-là. Bon, on va parler maintenant des élections qui auront lieu au mois d'octobre 2015. Est-ce que vous pensez que techniquement c'est possible? Oui, je n'ai pas de grande inquiétude parce qu'on a une commission électorale nationale indépendante qui a quand même l'expérience. Et deuxièmement, c'est vrai qu'on a eu des événements des 30 et 31, mais on ne peut pas dire que ça ait désarticulé le pays. On n'est pas en guerre civile. D'ailleurs, ceux qui sont venus 48 heures après étaient surpris de voir comment est-ce que la vie a repris son cours normal ici. Donc, tout cela me fait dire que si le gouvernement donne les moyens qu'il faut à la CENI, en principe, le délai est tenable. D'accord. Et vous, l'UPC sera bien évidemment candidat? L'UPC est un parti politique, donc il participera à toutes les compétitions électorales. On y était en 2012, c'était des législatives. Là, maintenant, on a des présidentielles. Bon, il est clair qu'on ne peut pas être absent de ça. Maintenant, avec qui, sous quelle forme, ça, c'est le parti qui va décider. D'accord. Okay. Parlons du vote des Burkinabés de l'étranger. Plus précisément, beaucoup, en tout cas, décrient ou alors refusent. Parce que quand on sait que la plus grosse communauté burkinabé à l'étranger, c'est celle de la Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du vote des Burkinabés à l'étranger? Alors, d'abord, ce n'est pas vrai de dire que beaucoup refusent. Vous savez, le vote des Burkinabés de l'étranger a été une revendication des partis d'opposition. C'est eux qui ont demandé et exigé que ce vote-là soit accordé à nos compatriotes de l'étranger. Et à un moment donné, le gouvernement, le régime, y a accédé. On devait le faire, je crois, en 2005 ou en 2010, ça n'a pas pu avoir lieu pour des raisons techniques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord sur le principe qu'il faut trouver un moyen pour que nos compatriotes qui sont à l'étranger, quand même, aient leur voix qui compte dans les choix et les décisions nationales. La question est de savoir, est-ce qu'on s'est suffisamment bien préparé et comment on le fait? Et c'est là où on est obligé d'écouter un peu le gouvernement et la CENI et aussi de donner notre sentiment sur ce qu'on a vu. Si on avait eu un processus transparent de préparation depuis 5 ans, d'identification et d'immatriculation de nos compatriotes, de délivrance des cartes consulaires et des cartes d'électeurs biométriques, ça ne poserait aucun problème. Le problème, c'est que le processus n'a pas été, en tout cas l'opposition n'a pas été associée au processus qui était en cours. Et c'est difficile, dans le cadre d'une transition comme ça en quelques mois, d'utiliser un processus auquel on n'a pas été associé et auquel on avait des réserves pour aller à une élection
qui va quand même consacrer le retour à une vie légale normale. C'est ça qui nous pose problème. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a un consensus qui s'est dit, comme techniquement on n'est pas prêt et qu'on n'a pas pris les dispositions, mieux vaut peut-être surseoir à ça pour cette fois-ci et ne pas se lancer dans une aventure qui peut amener d'autres problèmes. Je peux vous dire, par exemple, qu'aujourd'hui, personne n'est capable de nous dire combien de Burkinabés il y a à l'étranger. Ouais. Y compris en Côte d'Ivoire, on peut nous dire. Parce qu'ils n'ont pas été recensés, immatriculés. Ce travail, on aurait dû le faire dès lors que la loi a été votée. Sur 5 ans, c'est un travail qu'on fait facilement. Que chaque Burkinabé qui est à l'étranger, qu'on sache qui c'est, que l'on ait les documents qu'on doit lui donner, que l'on sache, que l'on soit sûr que sinon on peut avoir des problèmes de contestation, de fraude après. Et ça, ça peut même créer des conflits, même dans les pays où ils sont. Parce qu'on voit bien comment les lendemains électoraux peuvent être difficiles. Voilà. Donc on les rassure que, et en tout cas l'UPC, notre parti, est fortement et formellement attaché aux droits des Burkinabés et des étrangers à prendre part à la vie des nations. Mais il faut que l'État et la CENI se préparent mieux pour ne pas nous créer une situation de désordre. Donc pour vous, en fait, vous souhaitez que ce soit pour l'échéance 2020 ? On n'a pas le choix, puisque ça a été, en écoutant la CENI et le gouvernement, on ne peut pas le faire cette fois-ci, donc ça peut être qu'en 2020. Et là aussi, il faut que le gouvernement qui va s'installer se mette rapidement au travail. En 5 ans, normalement, si on fait un travail sérieux, y compris sur le plan de la planification financière et budgétaire, on doit pouvoir résoudre toutes les questions pratiques qui se posent à ce niveau-là. En tout cas, votre ancien patron, si on peut le dire, est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est même à Abidjan. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que Blaise soit parti loin du Burkina ? Mais je n'ai pas d'opinion particulière. La Côte d'Ivoire est un pays frère avec lequel on entretient des relations très étroites, très anciennes, c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxièmement, ce n'est pas la première fois qu'un ancien chef d'État de Haute-Volta ou de Burkina séjourne ou vit aussi en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont jugé approprié de lui accorder un peu l'hospitalité. Il n'y a pas de commentaire à faire à ce niveau. Mais pour moi, ça ne remet pas en cause les liens qui existent entre nos deux pays et qui vont au-delà des individus. On devait plutôt travailler justement à préserver cette relation-là qui est quand même déjà particulier quand on sait un peu l'histoire, la culture et les échanges de population et qui, me semble aussi, est un gage de stabilité de la sous-région. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus aussi de votre parti politique. Quel est votre mot de fin pour nos téléspectateurs qui vont suivre cette émission-là? Le mot de fin est qu'il y a une nouvelle dynamique politique au Burkina Faso qui sans doute a pris un tournant décisif après les événements des 30 et 31, mais qui vient de beaucoup plus loin. Il y a une nouvelle dynamique politique dans le sens de la construction d'une démocratie qui soit beaucoup plus ouverte et, comme dirait quelqu'un, où les élections ne sont pas prévisibles. Et là, il est clair que pour octobre, les jeux sont très ouverts. Ça montre bien que nous sommes en train de renouer avec les fondamentaux de notre démocratie. Notre classe politique est animée de femmes et d'hommes qui, sans se vanter, peuvent dire quand même, et les observateurs le disent, sont d'une certaine valeur, qui ont le sens de l'unité et de la stabilité. Donc, ils peuvent compter sur nous pour qu'il n'y ait pas les déchirements violents que l'on a vu ici et là. Passé l'épisode des 30 et 31, les Burkinabés veulent aller de l'avant et construire leur pays. Et mon parti, comme d'autres, vraiment vont contribuer fortement à cela. C'est ça qui va être le garant de la stabilité de notre pays et qui va contribuer aussi à la stabilité de la sous-région. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Les amis téléspectateurs de BNews TV, nous étions avec M. Zéphirien Diabré, président de l'Union pour le progrès et le changement du PC depuis Ouagadougou. À très bientôt pour une autre émission. Au revoir.